Notre invité ce matin est secrétaire général du Front National. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Une enquête menée par le site BuzzFeed, présentée ce matin sur l'antenne de France Info, s'est intéressée au compte Twitter et Facebook des candidats du Front National qui partagent, c'est ce que révèle l'enquête, beaucoup de propos racistes, antisémites ou homophobes qui circulent sur le net. Non, vous dites non? Non, c'est totalement mensonger. Vous savez, vous êtes pas mal placé pour savoir que les médias ont scanné méthodiquement tous nos candidats et qu'ils n'ont rien trouvé. Nos candidats, ce sont pour l'immense majorité des élus, des cadres solidement implantés. Évidemment, ils disent la vérité sur l'immigration, ils disent la vérité sur l'islamisme, ils disent la vérité sur l'insécurité, mais ils ne tiennent pas du tout des propos racistes, contrairement à ce qu'on entend. Vous connaissez Agnès Marion, j'imagine, candidate dans la 10e circonscription de la métropole de Lyon. Elle est membre du comité central du Front National. C'est pour ça que je présume que vous la connaissez. Donc elle a par exemple liké en juin 2015 le message suivant: le ramadan, c'est le moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22h. Donc c'est une vision de l'islam et du ramadan qui est particulière. Et puis Anne-Laure Mahler, alors elle, peut-être vous ne la connaissez pas, qui est candidate dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Sur Facebook, elle fait le parallèle entre Emmanuel Macron et Hitler. Elle partage des articles d'Emmanuel Ratier, qui est un auteur antisémite très connu dans les milieux d'extrême droite. Donc l'enquête que vous verrez sur le site de France Info. Non mais tout dépend. On ne peut pas comme ça sortir de leur contexte tel ou tel propos. Il faut regarder ce qui a été dit exactement ou ce qui a été relié. Mais je vous invite à faire ce travail sur nos concurrents, parce que dans mon département de Seine-Maritime, dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, le candidat suppléant qui porte les couleurs d'Emmanuel Macron, il fait ouvertement partie de la mouvance islamiste. Il participe à des réunions au siège de l'UOIF. Il soutient les candidats d'Ennahda, qui est le parti islamiste tunisien. Et manifestement, ça ne l'a pas empêché d'avoir l'investiture d'Emmanuel Macron. Alors nous regarderons ce candidat, puisque vous le suggérez. Voilà, il s'appelle Yanis Khalifa. Voilà, c'est le candidat d'Emmanuel Macron qui manifestement participe totalement de la mouvance islamiste en France. Son nom est dit, donc pour être équitable, nous regarderons. Mais il n'empêche que l'enquête de BuzzFeed, établit que non, mais BuzzFeed, plusieurs de vos candidats. Excusez-moi, mais BuzzFeed, c'est pas un juge d'instruction. Ah non. Voilà, vous ne pouvez pas non plus réfuter. Non, c'est l'appréciation. En l'occurrence, qu'un média. Si, je peux réfuter tout à fait leur appréciation. C'est l'appréciation qu'un média fait de nos candidats. Mais moi, je leur dis que nos candidats, ils respectent la loi, ils disent un certain nombre de vérités que les Français veulent entendre et que nous sommes peut-être les seuls à dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, et on l'a vu encore ces derniers jours, menacés en permanence par l'islamisme radical. Ça fait partie des sujets sur lesquels le gouvernement est totalement absent ou extrêmement discret. Édouard Philippe, le Premier ministre, nous expliquait qu'il fallait être vigilant, alors qu'il ne faut pas être vigilant aujourd'hui, il faut être combatif. Ce qui n'a rien à voir avec tenir des propos racistes sur un post Facebook ou Twitter, monsieur Bay, quand même. Non, mais excusez-moi, mais ce n'est pas des propos racistes. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit, on peut ne pas souscrire à telle ou telle analyse, mais dire un certain nombre de vérités sur le communautarisme en France, sur le développement de l'islamisme, c'est pas être raciste. Le candidat de la première circonscription de la Drôme, qui met une photo Taubira Banania, pardonnez-moi, ça s'appelle du racisme. Non, mais pas du tout. Si, je l'ai devant les yeux. C'est une capture d'écran. À ce moment, il faut vérifier que c'est bien un compte qui lui appartient. Voilà. Ce qui a été fait. Non, je crois que ça n'a pas été fait. Je crois qu'on essaye surtout de nous chercher des poux dans la tête. La vérité, c'est que nos candidats, c'est déjà arrivé en tout cas. Quand Agnès Marion, je le répète, membre du comité central du Front National, je la cite elle parce que pour le coup, c'est une responsable. Mais sur son ordinateur, un like, c'est-à-dire j'aime, à un tweet qui dit « Le ramadan, c'est le moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22h », c'est dire la vérité, à votre avis? Mais il ne s'agit pas de critiquer tous ceux qui font le ramadan ou tous les musulmans. Il s'agit simplement de faire, en fait, c'est peut-être maladroit, mais il s'agit simplement de faire le constat que, évidemment, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, et que l'immigration provenant principalement, mais pas exclusivement d'ailleurs de populations musulmanes, eh bien, elle amène aussi l'insécurité sur notre sol. C'est une évidence. Vous n'avez qu'à aller voir les prisons, vous rendez dans n'importe quelle prison, vous verrez qu'il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité. Donc, c'est peut-être exprimé maladroitement. Le ramadan, c'est ce moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22h. Ça vous choque ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle partagez? Non, mais qu'est-ce qu'elle... Moi, je pense que c'est exprimé, c'est pas comme je l'exprime à moi, mais je fais un constat très simple, en l'occurrence, c'est qu'elle veut simplement dire qu'il y a parmi les dealers un certain nombre de personnes de confession musulmane. Mais ça, c'est une évidence. Oui, des catholiques aussi, sans doute, et des agnostiques aussi, probablement. Oui, probablement aussi, oui. Donc, c'est une question de proportion. Gilles Bornstein, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant. Et alors, à votre avis? Je pense que parmi les délinquants en France, il y en a beaucoup qui sont d'origine immigrée. Voilà. Ah, d'accord. Oui, je crois. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller vous rendre, monsieur Apathy, dans les tribunaux correctionnels, vous n'avez qu'à aller voir dans les prisons, vous pourrez difficilement dire le contraire après.
Mais les immigrés, le ramadan, ça ne concerne pas que les immigrés. Non, ce sont des amalgames. Ce sont des amalgames c'est pour ça que je vous ai dit que... qui ne reposent sur... qui brouillent tout. C'est exactement pour ça que je vous dis que je ne l'aurais pas exprimé de cette manière, mais... il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui en France de voir l'immigration massive qui a généré une insécurité massive. Et ça, on ne peut pas faire abstraction de ce débat. Voilà, sinon, on considère que c'est un sujet tabou. Moi, je ne le crois pas. Gilles Bancham. Et donc, pour préciser ce que disait Fabienne à l'instant, Bernard Siraudot, candidat dans la première circonscription de la Drôme, qui le 8 août 2015 a liké lui-même cette caricature. Yabon Banania, Yabon Taubira. Donc voilà, c'est un candidat de chez vous. La date du like est là, donc ce sont des faits, ce ne sont pas des élucubrations. Si c'est bien lu et que c'est bien son compte, c'est de l'humour de mauvais goût. Voilà. Donc c'est de l'humour. Est-ce que vous avez mal sélectionné vos candidats? Non, pas du tout. Encore une fois, nos candidats, je sais qu'on les passe au peigne fin et qu'on vérifie tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pendant des années et des années. La vérité, c'est que ce sont des candidats qui mènent campagne de façon exemplaire, qui portent un projet résolument alternatif et qui seront demain une opposition solide à l'Assemblée nationale, ce que ne seront pas évidemment les Républicains, puisque soit ils sont déjà ralliés à Emmanuel Macron, soit ils sont sur le point de se rallier à lui. Bon, donc nous renvoyons les auditeurs de France Info. Vous trouverez sur le site de France Info le détail de cette enquête. Et puis je vous invite aussi à faire la même chose. Et quand vous avez un dirigeant des Républicains qui vient sur votre antenne, vous ne lui posez pas la question. Non, oui, c'est très révélateur. Non, pas du tout. Non, je ne connais pas ce cas. Ah bon, vous auriez... Mais si quelqu'un me dit que les casseurs sont les descendants d'esclaves... Excusez-moi, je peux terminer ma phrase ? Les descendants d'esclaves que défend Christian Taubira, c'est de la connerie brute. Et si François Baron le soutient, il a tort. Eh bien, non seulement il le soutient, mais il l'a investi officiellement. C'est clair? Mais cette personne, en l'occurrence... C'est clair? Oui, c'est très clair, sauf que vous ne posez pas la question aux dirigeants des Républicains quand ils sont sur votre antenne. Je ne connaissais pas le cas, mais si François Baron vient, je lui poserai la question avec plaisir. C'est pourtant un député-maire d'une grande commune du Var. Monsieur Bay, c'est la proportion qui fait qu'on vous pose des questions. Il y en a 97. En l'occurrence, 97 sur 573. Ça, c'est ce que dit BuzzFeed, mais vous m'avez trouvé 2 ou 3 cas. Non, il y en a 97. Vous voulez qu'on passe une heure? Vous voulez qu'on passe une heure? Sur plus de 1000 candidats et suppléants. Non, sur 573. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'on parle quand même aussi des enjeux de la campagne. Ça tombe bien, c'est les titres et après on en parle. On va y aller, mais c'est 573 candidats qui ont été vérifiés, si je puis dire, et 97 qui ont été marqués par le site BuzzFeed sur 76 pages que vous irez donc regarder. Et les critères de BuzzFeed, ils ne font pas autorité. Et vous le verrez par vous-même, puisque le site est en ligne depuis 2 heures maintenant. Il est 8h41 sur France Info. On s'interrompt juste une minute pour l'essentiel avec vous, Victor Maté. L'attentat de Londres de samedi soir, 7 morts et 48 blessés. Côté français, 1 décès, 2 disparus et plusieurs blessés à l'hôpital, dont 4 toujours dans un état grave. Nouveau bilan dressé par Jean-Yves Le Drian en personne. Le ministre des Affaires étrangères était dans la capitale anglaise hier soir. En fin de journée, des centaines de personnes se sont réunies pour une veillée près de l'hôtel de ville de Londres. Aujourd'hui, à 11h, midi heure française, une minute de silence sera respectée à travers tout le Royaume-Uni. Du côté de l'enquête, 2 des 3 terroristes ont pu être identifiés. Plus de 80% d'abstention, mais quelques indécablissements. L'une des raisons de cette mobilisation, l'ouverture d'une unité toute neuve dans cette prison, mais sans moyens supplémentaires, dénoncent les syndicats. France Info. Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, et l'invité de France Info ce matin. Question Gilles Bornstein. Une crise diplomatique secoue les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, par exemple, l'Égypte, qui n'est pas dans le Golfe, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'ils ont raison. Alors, il y a sans doute beaucoup de raisons à cela, en l'occurrence. Et moi, je ne défends pas l'Arabie Saoudite contre le Qatar, parce que l'Arabie Saoudite, qui massacre les populations yéménites et qui a autant de liens avec l'islamisme radical que le Qatar, n'est pas forcément un modèle. Mais en revanche, je pense que d'une manière générale, ces pays et d'autres qui les suivraient éventuellement auraient raison de rompre la relation avec le Qatar, dont tout le monde sait qu'il est un soutien et un financeur des factions islamistes dans cette région du monde. Et je crois qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir éradiquer l'islamisme sur notre sol, vouloir éradiquer le terrorisme et en même temps avoir des liens privilégiés avec un pays comme le Qatar. La droite comme la gauche ont développé ces relations, y compris commerciales. On a bradé notre patrimoine, on leur a fait des exonérations sur la plus-value immobilière en France. Je crois qu'il faut mettre fin à cette connivence. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de mettre fin à cette connivence, ce serait de faire une vraie commission d'enquête parlementaire pour établir les liens de la classe politique française avec le Qatar. On sait qu'il y a un livre qui est paru il y a
quelques mois qui mettait en évidence le fait que beaucoup de députés de droite et de gauche avaient des liens avec le Qatar. Vous souhaiteriez que la France rompe aussi ses relations diplomatiques avec le Qatar ? Oui, je pense que ce serait un message très fort pour dire très clairement que nous entendons combattre l'islamisme et on ne peut pas à la fois combattre l'islamisme... Nationalise le PSG. Non, mais ça a une valeur symbolique. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais l'un des moyens... Sérieusement, si vous venez de le dire. J'ai dit que le moyen technique... Je dis simplement que le moyen technique de retrouver la maîtrise et de priver le Qatar du contrôle du PSG sur le plan financier, ce serait ça. Bon, je crois que d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est mettre fin déjà aux cadeaux fiscaux qui ont été faits au Qatar. Je vous rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui a organisé l'exemption sur les plus-values immobilières. Le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il faut essayer de faire entrer des capitaux privés qui vont rééquilibrer et empêcher le Qatar d'être majoritaire dans le PSG, par exemple. Mais il faut d'une manière générale mettre fin à une logique de connivence, de bienveillance permanente avec le Qatar, parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire aux Qataris de posséder un club ? Mais je pense qu'il faudrait mais pas seulement interdire le PSG, le printemps, les hôtels de luxe. Il faudrait évidemment interdire aux Qataris et éventuellement à d'autres États coupables de connivence avec l'islamisme de faire des investissements en France, de quelque nature qu'ils soient. L'Arabie Saoudite s'est sentie encouragée dans son mouvement hostile vis-à-vis du Qatar de ces dernières 48 heures par le voyage de Donald Trump, qui a fait un voyage remarqué en Arabie Saoudite il y a une dizaine de jours. De gros contrats ont été signés. Vous avez toujours regardé au Front National, avec sympathie, l'accession de Donald Trump aux États-Unis. Comment vous considérez l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de l'Arabie Saoudite ? S'il a obtenu des Saoudiens et d'un certain nombre d'autres pays, notamment le Bahreïn, qu'ils rompent leur relation avec le Qatar, c'est sans doute une victoire diplomatique. Il peut y avoir derrière tout ça... Mais vous dites vous-même que l'Arabie Saoudite n'est pas plus fréquentable que le Qatar. Je dis, il peut y avoir derrière tout ça des arrière-pensées. On sait que l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié, en l'occurrence des États-Unis, mais peut-être que c'est une première étape pour mettre fin à une logique qui consiste finalement à avoir des liens extrêmement forts avec ces pays qui soutiennent ou financent l'islamisme. C'est-à-dire que dans cette partie du monde compliqué, certains expliquent qu'il est difficile de contenir l'expansionnisme de l'Iran et de se couper de l'Arabie Saoudite, et qu'on est obligé de choisir un peu son camp. C'est une partie diplomatique très complexe. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que, vu d'ici, peut-être que le simplisme ne rend pas compte de la situation telle qu'elle est. Non, mais il est certain, c'est pour ça que j'ai dit en préambule, en effet, qu'il y a évidemment des arrière-pensées derrière tout ça, de stratégie... Que nous sommes peut-être obligés de prendre en compte. De stratégie géopolitique locale, en l'occurrence. Mais je crois que d'une manière générale, il faut essayer quand même d'être cohérent et de se garder de posture morale. Parce que ce qui a fait, je crois, l'échec de nos politiques dans cette région du monde, c'est aussi des postures morales qui consistent à jeter l'opprobre sur tel ou tel pays, tel ou tel État. Non, pas tout à fait, parce que de façon très pragmatique, il y a des pays, il y a des régimes qui sont très contestables, je pense par exemple à la Syrie, mais qui ne sont pas soupçonnables de connivence avec l'État islamique, alors que le Qatar, très clairement, a soutenu ou soutient peut-être l'État islamique, et en tout cas des branches locales d'Al-Qaïda, par exemple. On va revenir à la politique intérieure avec Gilles Branchetin. Le gouvernement semble vouloir aller plus loin sur la réforme du Code du travail que ce qui était annoncé pendant la campagne électorale. Qu'en pensez-vous ? J'en pense du mal, parce qu'on voit bien que dans un contexte de chômage de masse, le fait de vouloir précariser les salariés, d'abord, ça n'arrange rien aux difficultés des entreprises et des entrepreneurs, et évidemment, c'est un coup qui est très dur, qui est porté aux plus modestes dans notre pays. Moi, ce que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait dans le cadre de la loi El Khomri, alors il essaye d'en mettre une deuxième louche, en quelque sorte. Et vous pensez que ce qui a été publié hier, c'est la vraie intention du gouvernement ? Parce qu'eux disent que non, cette feuille n'existe pas. C'est vrai qu'on n'a pas pour l'instant le texte, mais attendons, je pense par exemple au plafonnement des indemnités de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif, c'est absolument scandaleux. Parce que s'il y a un licenciement abusif, eh bien celui qui a subi un préjudice, on doit lui réparer son préjudice devant la justice. Je ne parle pas des licenciements économiques, où là, ça pourrait peut-être davantage se justifier. Mais par exemple, la barémisation ou la limitation des indemnités des prud'hommes, c'est pas ce que demandent les petits patrons que vous défendez souvent ? Tout le temps. S'agissant par exemple des licenciements économiques. Mais en cas de licenciement... Donc vous n'êtes pas contre la limitation des indemnités. En cas de licenciement abusif, ça n'a rien à voir. Parce qu'à ce moment-là, on a quelqu'un qui a subi un préjudice. Et donc le rôle de la justice, c'est de réparer le préjudice à la hauteur de ce qu'il est. Nicolas Bay, en cas de licenciement économique, vous n'êtes pas contre la barémisation ? En cas de licenciement économique, en effet, si c'est pour éviter qu'une entreprise mette la clé sous la porte et qu'on ait 50, 80 ou 100 salariés au tapis, ça peut justifier, bien sûr. J'ai pas souvent entendu le Front National dire ça. Il s'agit d'avoir une approche pragmatique. Il faut à la fois défendre les droits des salariés, leurs droits fondamentaux, et en même temps soutenir l'activité économique. Mais aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron, ou ce qu'il veut faire, ou ce qu'il
semble vouloir faire, eh bien, c'est finalement non pas baisser massivement la fiscalité, les charges, les contraintes qui pèsent sur nos entreprises, ce qui réellement leur facilitera la vie et leur permettra d'embaucher, c'est d'abord s'en prendre aux salariés. Et ça, donc, évidemment, ça correspond à la logique ultralibérale, mondialiste qui est la sienne. Le code du travail, nous la réfutons totalement. Il ne faut pas y toucher au code du travail. Mais je pense qu'il peut y avoir une vraie réflexion sur le code du travail, sur la simplification du code du travail, qui aujourd'hui est un pavé de 1000 pages. Beaucoup plus. Voilà, et même beaucoup plus, sans parler des annexes, et qui est absolument incompréhensible pour beaucoup. Mais je crois qu'il faut se garder, dans un contexte de chômage de masse, d'aller à la facilité, c'est-à-dire de s'en prendre uniquement aux salariés, notamment les plus modestes d'entre eux. Et on se retrouve dans une minute tout pile. Il est 8h50 sur France Info. L'essentiel en une minute, c'est vous, Victor Mattei. Et ces questions, quel calendrier pour cette future réforme du droit du travail? Quelle discussion et sur combien de sujets le gouvernement doit livrer sa feuille de route ce soir, après avoir démenti hier, avoir préparé un avant-projet, comme l'annonçait le journal Le Parisien. Des propos racistes, antisémites, homophobes, certains condamnables au regard de la loi. Cela concerne les pages Facebook et Twitter d'une centaine de candidats du Front National sur les 573 que présente le parti d'extrême droite aux législatives. C'est une enquête du site BuzzFeed que vous révèle ce matin France Info. Des centaines de personnes réunies hier soir près de l'hôtel de ville de Londres, un hommage aux victimes de l'attentat de samedi soir. Aujourd'hui, en fin de matinée, une minute de silence est prévue dans tout le Royaume-Uni. Du côté de l'enquête, 2 des 3 terroristes ont été identifiés. L'attentat a fait 7 morts, dont un Français. 2 autres sont portés disparus. Une première depuis 23 ans, 2 Françaises en quart de finale de Roland-Garros. Kristina Mladenovic, qui affronte cet après-midi la Suissesse Bachinski, et Caroline Garcia, vainqueur hier d'une autre Française, Alizé Cornet. Chez les hommes, le dernier tricolore en lice, Gaël Monfils, a été sorti par Stan Wawrinka. France Info. Nicolas Bay avec nous jusqu'à 9h sur France Info, secrétaire général du Front National. La question, c'est vous, Jean-Michel Apathy? Oui, vous le découvrirez en sortant du studio, Nicolas Bay, mais votre proposition de nationaliser le PSG connaît un certain succès sur les réseaux sociaux. C'était pas une proposition, j'expliquais que techniquement, c'était peut-être le seul moyen si on voulait immédiatement sortir le Qatar du capital du PSG. Mais c'est pas une proposition. Non. Disons que le débat est ouvert et que visiblement il a aidé des détracteurs et peut-être aussi des partisans. Vous en Pastore vient d'appeler, il veut vous voir. Vous en ferez oui, Pastore, c'est bien fonctionnaire. Alors, Donald Trump, on en parlait, a décidé la semaine dernière, et c'est évidemment majeur, de retirer son pays, les États-Unis, de l'accord sur le climat qui avait été conclu à Paris en décembre 2015. On écoute juste Donald Trump. Pour tenir mon engagement, pour remplir mon mandat, de protéger ce pays et ses habitants, les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Donc nous sortons, mais nous reprendrons les négociations. Si nous y arrivons, tant mieux. Sinon, tant pis. Bonne ou mauvaise initiative? Écoutez, d'abord, il faut constater que Donald Trump, ça faisait partie de ses engagements de campagne. Et donc, on n'est pas, nous, habitués en France à voir des responsables politiques qui honorent leurs promesses de campagne, mais il faut forcer de constater qu'il a été, en l'occurrence, élu là-dessus. Mais si les engagements sont un peu nuls, on n'est pas obligé de les tenir non plus. Ensuite, il faut se garder... Ça dépend ce qu'on pense de Oui, bien sûr. Non, mais on peut regretter la décision de Donald Trump, mais il faut aussi se garder de faire de l'ingérence dans la vie politique américaine, parce que c'est un État souverain, et évidemment, Donald Trump a une légitimité à prendre un certain nombre de décisions, y compris là-dessus, à fortiori compte tenu de ses engagements. C'est pas la vie politique américaine. Ses électeurs. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, il y a le climat n'a pas de frontières. Pas la vie politique, il n'y a pas de frontières. On vient de faire une ingérence grossière dans les affaires du Qatar, donc la souveraineté des États est toujours relative. Tout à fait, parce que là, c'est l'action internationale. Mais en l'occurrence, le fait que les Américains veuillent faire un choix, eh bien, il faut la respecter. Mais sur le fond. Ensuite, on peut aussi, ça semble être la démarche de Donald Trump, dire voilà, il y a d'autres moyens que le cadre de l'accord de Paris pour défendre l'écologie. Et finalement, il faut aussi attendre de voir ce qu'il proposera comme alternative. Parce qu'il semble dire... tout seul contre 197 autres, c'est quand même... D'accord, mais il semble dire, Donald Trump, qu'il veut défendre finalement un autre projet. Vous le croyez? Écoutez, attendons de voir. Voilà, vous pouvez lui faire un procès d'intention, mais on peut quand même attendre de voir. Et il pose une question qui est derrière, qui est une vraie question de fond. C'est de savoir si, lorsqu'il y a un certain nombre de pays qui acceptent des normes extrêmement contraignantes en matière environnementale, qui en
en tant que telles sont louables. Est-ce que ça ne crée pas, évidemment, une concurrence déloyale terrible avec des pays qui, eux, ne respectent pas ces normes-là, alors même qu'il y a des accords de libre-échange, avec aucune protection douanière. Et c'est évidemment un vrai sujet, parce qu'en France, par exemple, on a la concurrence déloyale avec le dumping environnemental. C'est-à-dire on a des pays qui polluent la planète entière, qui importent dans notre pays, et avec lesquels on n'a pas ou peu de protection douanière. Donc je crois qu'il faut être cohérent. Parce que l'un des grands défauts, si vous me permettez, des accords de Paris, l'un des grands défauts, c'était de ne pas s'attaquer à la mondialisation sauvage, qui est ce qu'il y a de plus anti-écologique. Ce qu'il y a de plus anti-écologique, c'est d'avoir des t-shirts qui sont fabriqués en Chine, qui sont vendus en Europe et dont le textile est retraité en Afrique. Ce qui était, je crois, le cas de votre parti d'ailleurs. Je crois que les t-shirts qui étaient vendus, je ne sais plus quelle est l'émission qui s'est moquée de vous, mais il y avait des t-shirts qui étaient vendus à certains de vos meetings. Non, on a essayé à chaque fois d'avoir du Made in France partout. Mais après, c'est vrai qu'en matière de textile, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, donc vous avez fait comme d'autres, vous avez eu recours à la mondialisation quand ça vous arrangeait. Mais le climat, si vous, par hypothèse, vous étiez un jour au pouvoir, vous retireriez la France de l'accord? Non, je ne dis pas ça. Encore une fois, on peut évidemment, on peut regretter la décision de Donald Trump. Mais est-ce que vous la regrettez? Il y a peut-être une réflexion un peu plus générale à avoir. Est-ce que vous la regrettez? Oui, moi je regrette la décision de sortir des accords de Paris, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus important encore, c'est de savoir comment on lutte efficacement pour l'écologie et pour l'environnement, et évidemment, ça nécessite de remettre en cause cette logique mondialiste, ultralibérale, de libre-échange total, parce que ça, c'est très anti-écologique. Et ça, les accords de Paris ne s'y attaquaient pas du tout. Les élections législatives arrivent à leur terme, le premier tour aura lieu dimanche prochain. Tout le monde est un peu fatigué de ces campagnes qui n'en terminent pas. Le journal Le Parisien dimanche titrait sur le Front National. Le Front National au bord de la rupture. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Hein. Tout va bien. Le Front National est mobilisé, mobilisé pour constituer une opposition solide sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années. Et qu'il y ait des débats, qu'il y ait des sensibilités, c'est normal. On n'est pas une secte, on est un mouvement politique. Et on fera une analyse complète de ce cycle 2017 après les législatives. Ça permettra de souligner ce qui a bien fonctionné, ce qui a permis au Front National et à Marine Le Pen d'enregistrer un niveau électoral jamais atteint dans son histoire. Et puis aussi voir comment on pourra être encore plus efficace, encore plus attractif, encore plus rassembleur dans les prochaines années. Parce que notre objectif, c'est pas seulement d'être dans l'opposition, c'est demain d'être majoritaire ou après-demain. Quand Florian Philippot nous dit, répète sur tous les plateaux, que quand on dit Front National, il y a des gens à qui ça continue à faire peur, c'est pas un problème? Le mot Front National, le nom? Oui, on peut faire le constat en effet que le Front National, même s'il a été diabolisé de façon parfois très injuste, a une image qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est un débat. Dans l'opinion publique, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas, des électrices et des électeurs, qui n'ont pas une vision exacte de ce qu'est aujourd'hui le Front National. Mais le fait que Florian Philippot crée son mouvement, ça sent pas la scission, ça, par exemple? Il a créé une association. Moi, je pense que c'était pas du tout le moment, mais c'est pas du tout un mouvement politique. Donc politiquement, c'était pas le bon moment. Le message que ça envoie, c'est pas le bon message, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je suis directeur de la campagne législative du Front National. On a 573 candidats qui portent nos couleurs. Il nous reste quelques jours de campagne avant le premier tour, encore 10 jours d'ici au second tour. Voilà, on est dans le moment de la mobilisation, pas dans le moment où on crée des associations. Pierrette Le Pen dit ceci dans Le Parisien dimanche: Marine est crevée, elle en a trop fait. Mais que Marine Le Pen soit fatiguée physiquement par le marathon électoral que représente la présidentielle, c'est normal, et je pense que c'est le cas de tous les candidats à la présidentielle. Mais ça ne l'empêche pas d'être en première ligne de la bataille législative, d'être elle-même candidate et d'être tout à fait déterminée pour combattre à la fois Emmanuel Macron en étant à l'opposition solide et en l'occurrence le chef de l'opposition. En un chiffre, une prévision d'un nombre de députés pour le Front National? Non, c'est impossible à faire, le mode de scrutin majoritaire. Oui, je crois que nous aurons un groupe et je pense que nous pouvons faire une entrée importante à l'Assemblée. On a eu 45 circonscriptions, je le rappelle, où Marine Le Pen a dépassé la barre des 50% le 7 mai. Mais c'est vrai que le mode de scrutin très antidémocratique, majoritaire à 2 tours, rend difficile les prédictions chiffrées. Merci Nicolas B d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.